n'ai pas d'ennemis. Sur le chemin de la vie dont j'ai parcouru la moitié, le mois de juin 1989 représente un tournant important. Avant cette date, ma vie universitaire s'était déroulée sans aucun problème. Après mon diplôme, j'étais devenu enseignant à l'Université normale de Pékin. Sur l'estrade, j'étais un professeur populaire parmi les étudiants et en même temps un intellectuel public connu. Au cours des années 80, mes articles et mes livres eurent un grand impact et je fus souvent convié à prendre la parole dans tout le pays. Je fus aussi professeur invité en Europe et en Amérique. Dans la vie, comme dans l'écriture, je m'imposais le devoir suivant. Je devais être sincère, responsable et digne. Mais en 1989, revenu des États-Unis pour participer au mouvement démocratique, je fus emprisonné pour crime d'incitation contre-révolutionnaire, privé de cette estrade que j'adorais, du droit de publier et de faire des conférences en Chine. C'était une tragédie non seulement pour moi, mais aussi pour la Chine, entrée déjà depuis 30 ans dans le processus de réforme et d'ouverture. 20 années ont passé. Les âmes innocentes du 4 juin ne connaissent toujours pas le repos, et moi, qui avais été conduit vers la dissidence par le 4 juin, dès ma sortie de la prison de Qincheng en 1991, je fus privé du droit de parler en public dans ma propre patrie. Je fus surveillé pendant toutes ces années, détenu à mon domicile de mai 1995 à janvier 1996, envoyé en rééducation par le travail d'octobre 1996 à octobre 1999. Et aujourd'hui encore, je suis cloué sur le banc des accusés par cette habitude qu'a notre pays d'inventer des ennemis du pouvoir. Cependant, à ce pouvoir qui me prive de ma liberté, je veux encore dire que je persiste dans la conviction que j'avais affirmée il y a 20 ans lors de ma déclaration de grève de la faim du 2 juin. Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai pas de haine, ni les policiers qui m'ont surveillé et suivi, ni ceux qui m'ont arrêté et interrogé, ni le procureur qui m'a poursuivi, ni les juges qui m'ont condamné ne sont mes ennemis. Parce que la haine peut éroder la sagesse et la conscience d'une personne. Parce que l'habitude de créer des ennemis partout peut empoisonner l'esprit d'une nation, fomenter des luttes à mort, détruire l'humanité, la tolérance d'une société et faire obstacle à la marche d'un pays vers la liberté et la démocratie. Je souhaite être capable de transcender mon expérience personnelle pour envisager le développement du pays et les changements de la société, pour faire face avec bienveillance à l'inimitié du pouvoir et répondre à la haine par l'amour. Chacun sait que ce sont les réformes et l'ouverture qui ont permis le développement de l'État et les changements de la société. Je pense qu'elles ont commencé lorsqu'on a abandonné les principes de la lutte des classes comme axe de l'époque de Mao pour se convertir au développement économique et à l'harmonie sociale. Le processus d'abandon de la philosophie de lutte est également un processus d'atténuation progressive de la mentalité d'ennemi, de la psychologie de haine qui avait empoisonné notre humanité. C'est bien ce processus qui a permis de créer un climat détendu à l'intérieur et à l'extérieur pour la réforme et l'ouverture. C'est lui qui a fourni les bases de douceur et d'humanité qui ont permis de rétablir l'amour entre les hommes et la coexistence entre valeurs et intérêts différents. Ce sont les encouragements humanistes qui ont permis le rétablissement de la compassion et l'explosion de la créativité. Même dans le domaine politique où les progrès ont été les plus lents, cette atténuation de la mentalité d'ennemi a conduit le pouvoir à montrer une tolérance chaque jour croissante à l'égard de la diversification de la société. Les persécutions à l'égard des opinions dissidentes ont nettement diminué. Par exemple, la qualification du mouvement de 89 est passée d'émeute et chaos à tempête politique. L'atténuation de la mentalité d'ennemi a conduit le pouvoir
a accepté le principe de l'universalité des droits de l'homme. En 1998, le gouvernement chinois a pris l'engagement devant le monde de signer les 2 pactes des Nations Unies sur les droits de l'homme, montrant ainsi la reconnaissance par la Chine des critères universels de ces droits. En 2004, l'Assemblée populaire nationale a introduit dans la Constitution un amendement stipulant que l'État respecte et garantit les droits de l'homme, montrant que les droits de l'homme sont aujourd'hui devenus l'un des principes fondamentaux de l'État de droit en Chine. En 1996, j'avais été à Banbuchao, anciennement Beikan, et par rapport à 10 ans auparavant, on notait au nouveau Beikan une immense amélioration, tant dans les installations que dans la gestion, notamment la gestion humaine, y reposait sur le respect des droits des détenus et s'exprimait dans le comportement plus flexible et dans chacun des actes et chacune des paroles du personnel pénitentiaire. Elle s'incarnait dans les émissions de réconfort de la radio interne, dans la revue Prendre conscience de ses erreurs et se repentir, dans la musique, avant le repas, au réveil, au coucher. Cette gestion donnait aux détenus un sentiment de dignité et de chaleur. Elle leur faisait prendre conscience de la nécessité de maintenir leurs cellules propres et bien rangées et de s'opposer à la tyrannie des chefs de cellules. Non seulement elle leur fournissait un cadre de vie humain, mais elle améliorait nettement leur état d'esprit et leur environnement pour la conduite de leurs affaires. C'est justement en raison de cette expérience que je reste convaincue que les progrès politiques de la Chine ne sauraient s'arrêter et que je suis emplie d'optimisme quant à l'avènement d'une Chine libre, car aucune force ne peut entraver le désir humain de liberté. La Chine deviendra un État de droit où les droits de l'homme régneront en maître. J'espère aussi que ces progrès s'appliqueront à mon procès, tandis que j'attends le verdict impartial que rendront mes juges, un verdict qui résistera au jugement de l'histoire. Si l'on me permet de le dire, ma plus grande chance depuis 20 ans, c'est d'avoir pu jouir de l'amour totalement dépourvu d'égoïsme de mon épouse, Liu Cha. Aujourd'hui, elle n'a pas pu venir assister au procès, mais je veux encore te dire, mon amour, que je sais que ton amour pour moi n'a pas changé. Au fil des années, dans ma vie privée de liberté, notre amour a subi l'amertume imposée par l'extérieur. Mais en y repensant, il est toujours sans limite. Je purge ma peine dans une prison réelle. Tu attends dans la prison invisible du cœur. Ton amour est un rayon de soleil qui saute les hauts murs et s'infiltre à travers les barreaux pour caresser chaque centimètre de ma peau, réchauffer chacune de mes cellules. Il me permet de conserver une paix intérieure infinie, une ouverture et une grandeur d'âme, et empli de sens chaque seconde que je passe en prison. Mon amour pour toi, assailli de culpabilités et de regrets, me fait parfois tituber sous son poids. Je suis un rocher dans ce monde sauvage, fouetté par un terrible orage, si froid qu'on ne peut le toucher. Mais mon amour est solide, aigu, il peut traverser tous les obstacles. Même si j'étais réduit en poussière, Je t'embrasserai avec mes cendres. Mon adoré, avec ton amour, j'affronterai imperturbable le procès à venir. Je ne regrette pas mes choix et j'attends demain avec optimisme. J'espère que je serai la dernière victime de l'incessante inquisition intellectuelle et qu'après moi, nul ne sera incriminé pour ses paroles. La liberté d'expression est la base des droits de l'homme, le fondement de l'humanité, la mère de la vérité. Étrangler la liberté d'expression, c'est donc fouler aux pieds les droits de l'homme, étouffer l'humanité, supprimer la vérité. Je ne me considère pas comme coupable
parce que je n'ai fait que mettre en œuvre mon droit constitutionnel à la liberté d'expression et que j'ai fait tout mon possible pour assumer mes responsabilités sociales en tant que citoyen chinois. Mais si je suis accusé pour cela, je ne m'en plaindrai pas. Merci à tous.